C'est tout, le 30 décembre 2025, 4e année, 310e jour depuis le début de l'invasion totale. Bienvenue à tous. Le rapport d'aujourd'hui mentionne le déploiement de missiles Orychnik à l'est de l'OTAN et des attaques de drones réciproques sur des cibles majeures. Et le sujet principal, déjà évoqué hier, l'attaque présumée contre la résidence de Poutine, ainsi que d'autres sujets. Mais avant cela, la collecte de dons touche à sa fin. Merci à tous les donateurs et participants qui, une fois de plus, contribuent grandement à sauver des vies. Nous avons atteint 91,21 sur PayPal et de nombreux autres ont aussi donné par virement bancaire. J'ai promis d'ajouter 4 centimes par nouvel abonné et 10 centimes de plus par abonné depuis Noël, en plus de mon don. Au début, il y avait 72 929 abonnés à Noël, 73 217 et maintenant 73 403. Ainsi, j'arrive à 288 abonnés jusqu'à Noël et 186 depuis Noël. Jusqu'à aujourd'hui, donc 30,12 €, c'est un peu dommage comparé à mon propre don. En 30 jours, il y a eu autant de nouveaux abonnés qu'en 3 ou 4 jours avant. Pour être honnête, je m'attendais aussi à un peu plus, ce qui aurait donné une somme plus importante, en plus de mon don personnel. Mais tant pis, je pense quand même que nous sommes optimistes quant à l'atteinte de l'objectif d'ici le nouvel an, donc avant la fin de la période de collecte de dons. Les médias biélorusses ont publié une vidéo censée prouver que le système d'armes russe Orychnik a déjà été déployé en Biélorussie. C'est d'abord une diffusion médiatique. Toutes les représentations venant de Biélorussie ou de chaînes affiliées à la Russie, publiées aussi par le ministère russe de la Défense. Si ce redéploiement était confirmé, il aurait surtout une portée opérationnelle et politique. La Biélorussie deviendrait une zone avancée pour les missiles russes. Les avertissements pour les États voisins et l'Ukraine diminueraient, permettant à Moscou de renforcer la menace sur le flanc est de l'OTAN et le nord de l'Ukraine. Que le système soit déployé à court terme ou opérationnel, cela n'a pas d'importance. Et qu'il n'explose pas encore en orbite, comme souvent lors des derniers lancements de fusées. La plupart des lancements d'Orychnik que nous avons vus l'année dernière ont explosé soit au sol au moment du décollage, soit en vol. La seule destination accessible avec 2 garanties, c'est l'Ukraine, le pays voisin, donc je n'y vois pas un si grand danger. Nous l'avons aussi constaté à l'époque. De nombreuses pièces des Orychnik proviennent des années 70 recyclées. Poutine affirme que cette pièce est entièrement nouvelle et qu'elle est maintenant entrée en production de série, mais il l'a déjà prétendu 2 fois au cours des 5 dernières années. Mais vu les composants, cela a sans doute été fabriqué à l'époque soviétique, puis oublié dans un entrepôt où ça a rouillé. Jusqu'à ce qu'on le ressorte maintenant et qu'on essaye simplement de le remettre sur le marché. Dans les champs de ruines de Kupiansk, la neige est maintenant tombée. À l'est de la ville, un soldat russe a été localisé. Il fait signe à un drone russe, il n'est donc pas en danger. On ne peut cependant pas dire de quand datent ces images vidéo. Les Russes pourraient tout aussi bien les avoir filmées il y a 2 mois et les avoir publiées à nouveau aujourd'hui. On voit de la neige, présente depuis peu. J'estime que la vidéo date de 3 à 4 jours. Si je devais estimer, je dirais que les Russes ont progressé quelque part ici près de Lostgiel et se sont à nouveau regroupés quelque part par ici. À ma connaissance, la partie était aussi assurée par une seule brigade. Les autres étaient encore occupés à repousser les Russes hors de la ville à ce moment-là. Et ils sont toujours occupés, à peu près ici au centre, à combattre d'autres unités russes dispersées ou, dans le meilleur des cas, à les capturer. Comme hier, les Russes intensifient la pression à Menorad. Aujourd'hui, la zone rouge foncée s'étend. Rien d'autre n'a changé ici. Les gains de terrain sont actuellement très rares, peu importe de quel côté. Nous voyons ici seulement des gains de terrain minimes par jour, si nous en voyons du tout. Nous avons déjà discuté de ce sujet hier, il figure dans le rapport d'hier et nos médias l'évoquent aujourd'hui. Je dois ajouter un point. La supposée attaque de drones contre la résidence de Poutine, pendant les discussions entre Trump et Zelensky. Dans le contexte de l'attaque présumée de drones contre la résidence de Poutine, un schéma remarquable apparaît. Mesdames et messieurs, peu de temps après l'appel téléphonique avec Poutine, donc avant la conversation avec Zelensky, Trump a déclaré publiquement que le président russe voulait que l'Ukraine réussisse. Une déclaration qui, en soi, semble déjà troublante et qui place rhétoriquement Poutine dans le rôle d'un acteur bienveillant. Voici à nouveau le regard de Zelensky pendant la déclaration de Trump. Parallèlement, le ministre russe des Affaires étrangères, Lavrov, a déclaré que des drones ukrainiens avaient tenté d'attaquer la résidence de Poutine, mais qu'ils avaient tous été interceptés. Aucune preuve ou élément vérifiable concernant cet incident n'a été publié ou présenté. Qui l'aurait cru ?
Zelensky a aussitôt qualifié cette version de mensonge. Malgré l'absence de preuves, Trump a ensuite repris publiquement la version russe et l'a répétée en substance, sans la remettre en question ni la vérifier. Cela révèle une ligne de communication russe bien connue. Moscou cherche à dépeindre l'Ukraine comme source de conflit lors des négociations, tout en se présentant comme partie constructive. Cela semble particulièrement grotesque, surtout quand la Russie lance presque toujours des frappes aériennes massives sur des villes ukrainiennes, avant ou pendant des rencontres diplomatiques. Cela montre justement l'opposé d'un comportement apaisant. L'accusation d'une attaque contre la résidence de Poutine sert donc moins à élucider un événement réel qu'à établir un cadre politique. Il vise à semer le doute sur la fiabilité de l'Ukraine, à perturber les négociations et, en même temps, à légitimer sa propre escalade. Zelensky avait déjà averti que la Russie tenterait d'attaquer des bâtiments gouvernementaux en Ukraine. Cela pourrait-il en être la base ? La diffusion de cette présentation sans vérification par Trump et d'autres acteurs internationaux renforce fortement son impact. Dans ce contexte, il apparaît que la désinformation ciblée devient de plus en plus l'un des derniers instruments efficaces restants pour le Kremlin, non seulement sur le champ de bataille, mais aussi dans l'espace politique et médiatique. Mais attendez, voilà qu'une photo de preuve apparaît tout de même. Ici, nous voyons Steven Seagal devant un lieu d'impact présumé ou un entrepôt banal en Russie. Ça ressemble à la Drachenschanze, donc ça pourrait être n'importe où. Dans sa main, il tient un morceau de ferraille ou peut-être un débris du drone. On ne sait pas, selon les Russes, c'est bien sûr un débris du drone. Alors, si maintenant même des acteurs ratés doivent se mettre en scène comme preuve devant un hangar effondré, tout le monde devrait avoir compris qu'il n'y a pratiquement rien de vrai dans cette attaque. Même le ministère russe de la Défense. Et maintenant, ça devient vraiment ridicule, a expliqué la divergence avec les déclarations de Lavrov concernant l'attaque contre la résidence de Novgorod. La plupart des drones auraient soi-disant été abattus dans des régions voisines, loin de la résidence. Et pas du tout à la résidence elle-même. NTV écrit également que, selon des experts, l'attaque était presque certainement un mensonge de la Russie. Ah, vraiment, pour ça, je pense qu'il n'est même pas nécessaire d'être expert. Mais du côté des États-Unis, il y a tout de même quelques républicains qui ne sont pas complètement stupides. Un cessez-le-feu ou la paix ne deviendront pas plus probables si des affirmations russes non vérifiées sont reprises et diffusées sans contrôle. De tels récits faussent l'évaluation de la situation et sapent toute base solide pour des négociations sérieuses. Pendant ce temps, l'Europe dort encore. J'ai récemment signalé que les Russes utilisaient l'aéroport de Donetsk comme base de lancement pour les drones Shahed. Les premières vidéos d'attaques de drones ukrainiens sur les rampes de lancement et dépôts de drones de l'aéroport sont disponibles. Les attaques ukrainiennes visent clairement non seulement à détruire des drones individuels, mais aussi à perturber l'ensemble du processus, du stockage à la préparation jusqu'au lancement. Chaque frappe sur les rampes de lancement et les dépôts retarde les opérations, augmente les efforts logistiques et oblige la Russie soit à déplacer son infrastructure, soit à prendre des mesures de protection supplémentaires. Ce qui bien sûr coûte cher car ces moyens manqueront ailleurs. Sur le plan opérationnel, on voit à nouveau le schéma consistant à attaquer les capacités de drones russes le plus tôt possible dans le cycle d'action, avant même qu'ils ne prennent l'air. C'est aussi le cas pour tous les avions de combat transportant et larguant des bombes planantes. Les détruire au sol est plus simple qu'en vol. À Odessa, ça brûle encore. Une frappe aérienne russe a sans doute visé un dépôt de carburant dans la zone portuaire. Les informations restent limitées pour l'instant. On distingue clairement une fumée noire, donc quelque chose brûle sérieusement ici. Cependant, il me manque encore d'autres informations. Merci à tous les abonnés, membres de la chaîne et à l'équipe Algo, ainsi qu'au lieutenant-colonel Reniquet, Robert Ziller et Dietrich. Abonnez-vous, likez, commentez et à la prochaine mise à jour.